Bonjour et merci de cette invitation, notamment parce qu'il s'agit de parler d'un sujet qui m'est très cher et dont les implications dépassent très largement le champ de la finance, comme je vais essayer de le montrer. Donc je vais débuter par cette présentation par une sorte de retour d'expérience, c'est-à-dire d'où me vient cet intérêt, ce qui n'est pas naturel du tout pour un économiste. D'où me vient cet intérêt pour les conflits d'intérêts, notamment parce que je pense que sur ce type de sujet, il est très important de dire d'où on parle. Donc en fait, c'est largement ma condition, un sociologue dirait d'observatrice participante, d'autres ont dit chercheur militant, qui fait que j'ai été amenée à travailler dans la période récente sur les questions de conflits d'intérêts. Je travaille depuis ma thèse quasiment sur des questions de stabilité financière, de crise financière, de régulation financière. Il faut dire quand même que jusqu'en 2007, il n'y avait pas grand monde qui s'y intéressait. Et donc, dans la période récente, parce que j'ai vu le lobby bancaire agir, parce que j'ai eu à le subir, eh bien, je me suis intéressée à ces questions de conflit d'intérêts, de capture des régulateurs. Donc, je dis tous mes liens. Je suis membre du conseil scientifique de l'ACPR, c'est-à-dire l'autorité de contrôle prudentiel et de régulation. Je suis membre d'un comité de l'AMF, de l'autorité des marchés financiers. Mais je suis également experte auprès de Finance Watch, qui est une ONG qui travaille sur ces questions-là, et je m'occupe dans un think tank de ces questions. Donc voilà, je veux dire, je suis, à la fois mes recherches sont là-dessus, mais je suis dans ce mouvement sur ces questions-là. Alors comment les choses se sont passées? Eh bien, après l'élection de François Hollande en 2012, vous vous souvenez certainement tous du discours de Bourget, j'ai eu la naïveté de croire que c'est une note qu'on lui avait passée qui avait peut-être influé sur ce discours. Et donc, au moment où cette loi sur la séparation des activités bancaires a été sur la table, j'ai produit une note pour Terra Nova qui s'appelait Réforme de la structure des banques, un enjeu démocratique majeur. Et je ne pensais pas du tout que cette note aurait un tel impact, parce que ça m'a amené en fait à intervenir dans le débat public, bien au-delà de ce que j'avais imaginé. J'ai été auditionnée dans la commission des finances du Sénat, de l'Assemblée nationale, etc. Et je garde de cette expérience, notamment ces auditions, un sentiment très amer d'un débat démocratique totalement tronqué, une sorte de simulacre de démocratie, un très profond déséquilibre dans les forces qui a été volontairement organisé. Donc, j'étais la seule femme, évidemment, dans ces auditions. D'ailleurs, je pense que j'étais auditionnée pour des questions de genre, je ne me fais aucune illusion. Et j'avais à côté de moi des représentants de banques, des représentants de régulateurs. Certains régulateurs avaient été banquiers avant, et puis d'autres banquiers avaient été régulateurs avant. Et j'étais la seule femme à défendre la question de la séparation bancaire. Et donc, ça m'a vraiment profondément marqué, et ça m'a conduit à réorienter ce que je fais, et ça m'a également conforté dans mon engagement auprès de Finance Watch. Et là, je n'ai pas de conflit d'intérêt, je ne suis pas payée par Finance Watch, je fais ça à titre gracieux, je paye même ma cotisation. Donc je ne suis pas une économiste rationnelle. Et c'est également cette profonde conscience des choses qui fait qu'en 2015, quand le même gouvernement qui n'avait rien séparé en termes bancaires, a pressenti pour être gouverneur de la Banque de France, François Villeroy-de-Gao, qu'avec deux économistes, j'ai fait une tribune dans le monde et j'ai essayé de mobiliser un peu la communauté des économistes. Et on a en 2 jours eu 150 économistes de tous bords qui ont signé contre la nomination de François Villeroy-de-Gao, qui était un ancien inspecteur des finances, mais qui était, au moment où il a été pressenti en fait, depuis 12 ans, cadre dirigeant de BNP Paribas. Et donc, au nom des conflits d'intérêts, il ne s'agissait pas du tout d'une atteinte à la personne, il s'agit d'une question de principe. Nous nous sommes insurgés contre cela et nous avons été très étonnés de recevoir ces signatures, mais ce n'est pas une pétition, on a demandé aux gens, vraiment de tous bords, et on a eu des gens de TSE comme Piketty, on a eu tout le spectre. Donc ça montre le très profond, sensibilité de notre communauté à ces questions-là, et de toute évidence, nettement moins grande sensibilité des pouvoirs publics, puisqu'il a été nommé gouverneur de la Banque de France. Soit dit en passant, les 3 signataires ont toutes, d'une manière ou d'une autre, payé leur action. Alors, venons-en maintenant au sujet des conflits d'intérêts dans les banques.
Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est les conflits d'intérêts dans les plus grandes d'entre elles, celles qu'on appelle les banques systémiques. Alors en fait, il y a deux sortes de conflits d'intérêts concernant les banques. Il y a des conflits d'intérêts que je qualifierais d'ordre microéconomique et des conflits d'intérêts d'ordre macroéconomique. Donc les conflits d'intérêts d'ordre microéconomique, bon, c'est très simple, hein, c'est le fait que la banque puisse ne pas agir au meilleur intérêt de ses clients et agisse en réalité dans l'intérêt de la banque, dans l'intérêt de ses dirigeants ou éventuellement d'autres clients. Donc là, ce sont les relations bilatérales que la banque entretient avec ses clients qui sont en cause. Voilà, par exemple, dans une banque d'investissement, la banque, à la fois, elle aide à l'émission de titres pour les émetteurs, mais elle donne aussi des conseils de placement. Typiquement, c'est un conflit d'intérêt. Donc voilà. Bon, c'est pas ça qui va m'intéresser là, dans cette conférence ici. Ce qui va m'intéresser, c'est plutôt les conflits d'intérêt d'ordre macroéconomique. Et là, il s'agit, alors c'est peut-être plus compliqué à admettre ou à comprendre, il s'agit de conflits d'intérêts à l'égard de la collectivité dans son ensemble. Alors, on peut me dire et rétorquer, mais enfin, les banques sont des entreprises privées pour la plupart, pas de conflit d'intérêt à l'égard de la collectivité dans son ensemble. Oui, mais ce n'est pas des banques, enfin des entreprises comme les autres, les banques systémiques. Il peut là y avoir un défaut de loyauté au niveau macroéconomique et donc des conflits d'intérêts que moi je qualifierais d'ordre systémique. Et tout à chacun d'entre nous, enfin peut-être pas les plus jeunes qui ne sont pas encore contribuables, mais leurs parents en tout cas, ont contribué à renflouer le système bancaire français. La montée, l'explosion de la dette publique dans la plupart des pays développés est liée à la socialisation de l'excès d'endettement du secteur privé et notamment de l'excès d'endettement du système financier. Et dans certains pays, ça s'est traduit par des baisses de pouvoir d'achat considérables, un chômage considérable. Pensez aux pays du sud de l'Europe, pensez à l'Irlande, pensez à l'Islande. Voilà. Donc, néanmoins, je pense qu'il faut plus expliciter la pertinence de cette notion de conflit d'intérêts d'ordre macro ou systémique. Il faut savoir que les banques, systémiques ou pas d'ailleurs, bénéficient d'un privilège qui est un privilège d'ordre public, qui est le privilège de création monétaire. C'est-à-dire qu'une banque, à l'instant même où elle prête, elle crée des deux côtés du bilan ce qu'elle prête. C'est-à-dire qu'elle crée de la monnaie ex nihilo, dès lors qu'elle respecte un certain nombre de ratios prudentiels. Et il faut comprendre que l'acceptabilité de cette monnaie bancaire, plus de 80% de la masse monétaire, ce sont des dépôts bancaires. C'est-à-dire que vous et moi, la plupart du temps, on paye, pas en cash, la plupart du temps, on paye par des virements, par une carte bancaire, par un chèque, par un type. Nos salaires sont versés comme ça, les pensions sont versées comme ça, etc. Donc ça veut dire qu'il faut avoir très confiance dans cette monnaie bancaire qui est émise par des agents privés, Et donc, la confiance qu'on doit avoir, c'est dans l'interchangeabilité de ces dépôts bancaires dans de la monnaie centrale émise par une institution supérieure, chez nous, la Banque Centrale Européenne. Et c'est précisément pour cela que les dépôts sont garantis par une assurance dépôt qui elle-même est in fine garantie par les États. C'est pour cela aussi que les banques bénéficient d'un accès à la liquidité d'urgence de la Banque Centrale Européenne. Et c'est également pour cela que quand les banques sont systémiques, et une banque systémique c'est quoi? C'est une banque qui ne subit pas la sanction du marché. C'est une banque qu'on ne peut pas laisser faire faillite parce que le cataclysme serait tel que les coûts privés seraient très inférieurs aux coûts globaux et sociaux de la faillite de cette banque. Et c'est pour ça que ces banques sont renflouées. Ce faisant, elles doivent donc respecter, elles ont un devoir de loyauté vis-à-vis de cette délégation d'un privilège public et le pouvoir de création monétaire et le fait qu'elles sont au cœur du système de paiement. Donc dans la suite de mon intervention, je ne m'intéresserai qu'à ces conflits d'intérêts-là, ceux qui sont d'ordre systémique, et j'essaierai de vous persuader que ça amène à s'interroger sur des questions beaucoup plus larges que simplement la capture de la société par les banques, mais également des problèmes qui sont liés à la démocratie. Donc, venons-en maintenant au concept de capture, parce que relativement à ces conflits d'intérêts, c'est un concept qui est essentiel. Donc la capture, c'est quoi? Donc moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est la capture de la société par la finance. Pourquoi la société ne se déforme pas plus
contre cette finance, qui est une finance prédatrice, hein, puisque, ça on pourra en discuter, mais il y a des tas de travaux qui montrent que l'hyperfinanciarisation augmente les inégalités, pèse sur la croissance au lieu de soutenir la croissance. Voilà. Il y a des tas de travaux maintenant qui vont dans ce sens. Donc la capture, c'est comment la finance, un secteur régulé, en l'occurrence ce qui m'intéresse c'est la finance, parvient à influencer suffisamment les décideurs publics et les régulateurs pour atténuer les réglementations qui s'y appliquent, et donc fait que les pouvoirs publics, disons, adoptent la même vision du monde, d'une certaine manière, que le secteur a régulé. Donc il y a deux sortes de capture. Les économistes se sont toujours intéressés à la capture au sens étroit. Donc la capture au sens étroit, donc derrière les travaux de Stigler notamment, ça désigne les processus par lesquels l'industrie régulée manipule d'une certaine manière les autorités en charge de sa régulation. Comment? Eh bien, notamment en offrant des opportunités de carrière à ceux qui la régulent. Et donc, le fait que ceux qui sont susceptibles d'influencer en amont les réglementations, eh bien, peuvent imaginer faire une carrière avec des salaires substantiellement supérieurs ensuite dans le privé. Et évidemment, on peut soupçonner que ça a une petite incidence sur la manière dont ils vont faire leur travail de régulateur ou de superviseur. Et ça explique pourquoi la banque est un terrain très privilégié de ce type de capture. Il suffit de regarder les modalités de rémunération dans la finance, hein, et la part qu'il y a de variables et le fait que les salaires dans la finance sont en moyenne très supérieurs aux salaires dans le reste de l'économie, et encore pas dans toute la finance. Hein. Ceux qui contrôlent les risques ont un salaire qui est aligné au reste de l'économie. Hein. Ça c'est très symptomatique, on pourrait également en parler. Et ça explique aussi pourquoi les ONG ont beaucoup de mal à faire du contre-lobbying, parce qu'elles n'offrent pas, évidemment, de telles opportunités. Et ce que nous disent les économistes qui travaillent sur la capture au sens étroit, c'est qu'il y a un certain nombre de caractéristiques de l'industrie qui favorisent la capture. Ces caractéristiques, c'est quoi? C'est être face à des groupes d'intérêts très concentrés et très organisés. C'est exactement le cas des banques systémiques. Que la réglementation soit techniquement très complexe. C'est le cas de la réglementation prudentielle des banques, là il n'y a aucun doute là-dessus, et il y a une capture par la complexité. C'est-à-dire qu'en fait, un jargonnage entretenu pour faire que le citoyen ne comprenne pas, vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. En réalité, il est assez facile de faire comprendre les choses. Des asymétries d'information très fortes. Il y a difficilement plus opaque qu'un bilan bancaire et a fortiori un hors bilan bancaire. Et le fait que la vérification des informations par les outsiders soit très difficile, par des non-spécialistes. C'est exactement le cas de la banque. Et donc toutes ces caractéristiques font de la banque un terrain privilégié, évidemment, de la capture. Cette prédisposition à la capture est fortement amplifiée par le fait que le secteur bancaire est un secteur très concentré, notamment en Europe. Le problème des institutions systémiques, c'est un problème beaucoup plus grave en Europe qu'ailleurs. Les États-Unis ont des banques aussi grosses que les nôtres, mais comme on les rapporte au PIB américain, en termes de pourcentage du PIB, c'est beaucoup plus gérable. Donc nous, il faut savoir que nos plus grandes banques, nous on avait jusqu'à présent 4 grandes banques systémiques. Au dernier recensement, il y en a une qu'on a considérée comme étant plus systémique, c'est le groupe BPCE. Mais enfin, on est champion du monde de ce côté-là quand même. Donc ce sont des associations, et puis elles sont organisées en associations professionnelles excessivement puissantes. Et on voit bien que là, on a un déséquilibre des forces considérable, parce qu'on est tous intéressés par la finance. Après tout, c'est comme le financement, c'est comme le sang dans un corps, quoi. C'est ce qui permet de vivre à une économie, hein, de se projeter, de faire des paris, de financer, etc. Mais les autres groupes d'intérêt, c'est qui? C'est les déposants, c'est les épargnants, c'est les PME qui n'ont pas d'autres sources de financement que ne peuvent pas émettre sur un marché, elles n'ont pas d'autres sources de financement que les financements bancaires, et eux sont beaucoup moins bien représentés, beaucoup moins bien organisés. Donc on est face à un jeu d'influence qui est totalement déséquilibré. Donc ça, c'est la manière dont les économistes pensent en général les choses. Moi, ce qui m'intéresse, bon, évidemment ça c'est intéressant, mais ce que je trouve très intéressant aussi, c'est la capture au sens large. Dans une acception plus large, c'est-à-dire s'intéresser à des processus de capture beaucoup plus diffus, beaucoup plus insidieux et beaucoup plus difficiles à mettre en évidence, et ce faisant qu'il faut combattre avec la plus grande vigueur. Il s'agit de la capture corrosive,
de la capture intellectuelle, de la capture cognitive, voire idéologique. Alors, la capture corrosive, là, je reprends un concept que j'ai été chercher chez Carpenter et Mauss dans un ouvrage Preventing Regulatory Capture, qui a été publié en 2014. Et c'est quoi la capture corrosive? Et ça s'applique très bien à la finance. Hein. C'est comment les acteurs régulés parviennent à altérer de l'intérieur l'efficacité, la robustesse des réglementations relativement aux intentions du régulateur. Et ben, dans la banque, vous ne savez peut-être pas, c'est les plus grosses banques, elles calculent elles-mêmes leur ratio de capital. En fait, on leur délègue le calcul par leur modèle interne de contrôle des risques du dénominateur du ratio de capital. Et maintenant, on a tout un tas d'études empiriques qui montrent que plus les grandes banques sont grosses, plus elles manipulent leur actif pondéré par les risques. Donc, elles arrivent à un niveau où elles sont presque insuffisamment capitalisées au regard de la régulation. Pas de problème, je fais tourner mon modèle et je modifie mon dénominateur. Et donc, plus les banques sont grosses, plus l'écart en ce qu'on appelle le levier simple, c'est-à-dire le capital sur l'ensemble, disons, du bilan, et l'écart entre le capital et l'actif pondéré par les risques est grand. Donc, plus la manipulation est grande. L'un des effets, ce qui est intéressant, c'est que l'un des effets collatéraux de la grande crise qu'on a vécue il y a 10 ans maintenant, hein, c'est que ça a stimulé les recherches sur ces nouveaux canaux de la capture, hein, même si les économistes font semblant de regarder, ou d'ailleurs ils ne font pas semblant, ils ne savent pas que ça existe, hein. Mais on a des travaux très intéressants, notamment les travaux de Kwak et de Baxter sur ces questions, et qui mettent l'accent sur quoi? Qui mettent l'accent sur les interactions sociales, sur la formation, sur l'expérience professionnelle antérieure, sur les réseaux familiaux, sociaux, professionnels, etc., dans la constitution et la structuration d'un paradigme pro-industrie parmi les policymakers. Et donc, afin d'appréhender ces phénomènes de capture dans l'acception large du terme de capture, hein, donc, pour essayer de comprendre cette perméabilité de la haute administration publique, des décideurs publics à l'industrie financière, il faut s'intéresser à qu'est-ce qui fait que industrie régulée et ceux qui sont censés défendre les intérêts de la société partagent ce même cadre cognitif, partagent cette même vision du monde, parce que c'est essentiel, il faut combattre ça avec la plus grande vigueur, parce que c'est comme si on détruisait les défenses immunitaires de la société. Faut savoir qu'après la crise des années 30, pourquoi on a séparé les activités bancaires? C'était exactement les mêmes problèmes. Hein. Parce qu'il y a eu une commission, la commission Pécora, qui a mis en évidence, et là je pourrais vous faire des citations de cette commission, si je ne vous dis pas quand ça a été écrit, vous me dites que ça a été écrit en 2007. C'est les mêmes mots, exactement, c'est-à-dire prendre des crédits toxiques, les packager, parce que la titrisation existait à l'époque, les packager dans les produits qu'on vendait à des agents qui n'étaient pas capables de... C'est exactement la même chose. Simplement là, on a considéré qu'il fallait couper le problème à la base. Pourquoi aujourd'hui on n'a pas fait ça? Pourquoi aujourd'hui personne ne met ça véritablement sous la table? Donc je pense que le basculement dans cette, dans cette acceptation de l'image que véhicule la finance sur notre société, hein, et le fait que la finance infuse partout maintenant, hein, y compris dans les relations de travail, y compris dans les licenciements, y compris, enfin je veux dire, c'est... eh bien c'est très... Enfin, il y a... Le nouveau management public n'est pas sans, sans responsabilité vis-à-vis de ça. C'est quoi le nouveau management public? C'est un management public qui prône la supériorité des modes de gestion issus du privé et leur exportation dans la sphère publique, et notamment dans des domaines qui jusque-là avaient été totalement protégés, hein, d'une transposition directe de ces pratiques. C'est les hôpitaux, c'est la recherche, c'est les grands travaux avec les partenariats privés-publics, etc. Donc on a eu un remodelage de l'État qui a, donc ce qu'on a appelé l'État néolibéral, hein, qui a légitimé, qui a favorisé le recours systématique aux conseils privés sur des affaires publiques, y compris sur des matières de réglementation. Et donc progressivement, ce nouveau management public a estompé la frontière public-privé
dans la zone, enfin, au sommet de la pyramide, hein, dans les élites politico-administratives et dans le monde des affaires, où on pratique de manière, enfin pas du tout coupable, on s'en s'entend pas du tout coupable, une consanguinité avec des carrières qui soit et ou synchroniquement ou diachroniquement se passent du public au privé, etc., au nom de la compétence, au nom voilà, bon, de l'efficacité, etc. Eh bien, le monde de la banque et de la finance a très vite compris, évidemment, que sa profitabilité ne résultait pas uniquement de sa capacité à maîtriser bien son cœur de métier, mais également de sa capacité à peser sur le cadre réglementaire de cette activité, dont je vous rappelle quand même qu'elle consiste à gérer l'argent des autres, quand même, et qu'elle consiste à prendre des risques. Et quand ces risques sont excessifs, et ce sont des banques systémiques qui les prennent, et ben c'est vous et moi qui les assumons. Donc les profits sont privatisés, les pertes sont socialisées, et ce n'est pas de la théorie, on l'a tous vécu il y a 10 ans, et bon, voilà. Donc, dans cet espace de circulation des élites, et c'est pour ça que ça dépasse largement la simple question financière, dans cet espace de circulation des élites, de la haute administration et des décideurs privés, tous maîtrisent parfaitement les arcanes de comment se font les lois, comment se font les réglementations, auprès de qui il faut intervenir, etc. Et donc, ça prend des formes très très diverses, hein, comme des réponses convergentes aux consultations de la Commission ou aux agences de régulation, comme un lobbying acharné auprès des parlementaires, comme le noyautage complet des comités d'experts techniques, comme la rédaction d'amendements clés en main, de projets de loi clés en main, etc. Et donc là, on voit bien que cette question des portes tournantes, puisque c'est de ça dont il s'agit, hein, les revolving doors, est vraiment essentielle. C'est le fait que il y a des passages qui sont favorisés. Hein, le gouvernement là cherche à encore plus les favoriser que c'est le cas actuellement. Hein. Des alternances entre responsabilités dans la banque, dans la haute banque et dans la haute administration, dans les cabinets ministériels, etc. Donc c'est très ancré en France. Mais c'est très ancré à Bruxelles, évidemment. Vous avez tous entendu parler du cas Barroso. Emmanuel Barroso a été président de la Commission européenne pendant 10 ans. Il a fait 2 mandats, 2004-2014. Et 2 ans après, c'est-à-dire au terme du délai, il est recruté par Goldman Sachs. Recruté par Goldman Sachs au poste de conseiller et président non exécutif. Donc, et notamment Goldman Sachs qui gère les activités britanniques et européenne de la banque. Évidemment, il y a eu une vague d'indignation énorme. Pourquoi ? C'était au moment du Brexit, c'est-à-dire au moment où la question du passeport européen est vraiment centrale pour ces banques systémiques. Et qu'est-ce qui a été acheté dans ces cas-là ? Mais dans le cas de Barroso, c'est le cas, mais dans plein d'autres cas aussi. Hein. Ce qui a été acheté, eh bien, c'est un carnet d'adresses, une expérience des rouages de la haute administration, comment on produit les règles administratives, comment on peut court-circuiter les strates hiérarchiques, comment on peut avoir un contact direct avec les décideurs publics, etc. Donc voilà, ça c'est assez évident. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand un haut fonctionnaire qui a pantouflé dans le privé revient dans le public? Donc là, je reviens à mon cas Vivra Gao. Évidemment, ce qu'il dit, c'est que le problème, c'est quand il revient dans un poste qui a un lien avec le secteur privé dans lequel il a travaillé. Hein. Si François Vivra-Gao avait été au ministère du Travail, au ministère de la Santé ou de la Culture, moi ça m'aurait posé aucun problème. Hein. Le problème c'est qu'il revient à la Banque de France et qu'à ce titre il préside le comité de supervision bancaire, le collège de supervision bancaire, et donc un quart du système bancaire c'est son ancien employeur. Donc là il y a quand même un petit problème me semble-t-il. Et donc généralement la ligne de défense est toujours la même. Parce que j'ai regardé chez plusieurs, hein, c'est Vivra-Gao a fait la même technique de défense, compétences techniques, intégrité morale, comment vous pouvez oser penser que je sois impartial, je me déporterai, donc il a dit je me déporterai pendant deux ans de toute décision concernant BNPP, on peut sérieusement s'interroger, hein, il n'y avait personne d'autre en France de compétent pour qui aurait été capable de superviser un quart du système bancaire, c'est la plus grosse de nos banques systémiques, donc ça pose quand même un petit problème. Et évidemment couper tout lien d'intérêt. Eh bien, ce type de défense traduit une méconnaissance excessivement profonde par quel mécanisme
mécanismes passent la capture? Parce que ces mécanismes sont essentiellement des mécanismes d'identification sociale. Et notamment quand c'est dans des secteurs où les normes sociales sont très fortes, ce qui est le cas de la finance, évidemment. Ça passe par des liens, des affinités culturelles, une culture, des valeurs du secteur régulé, des liens affectifs, des liens sociaux. Je veux dire, pendant 12 ans, on a dîné avec des gens du secteur qu'on va réguler, quoi. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on commence à avoir des études là-dessus. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des études empiriques qui montrent les effets pernicieux de ça. Je pense notamment à une recherche de Veltrop et Jacob de 2014, mais aussi Mishra Recherche 2017, beaucoup plus récente, qui, eux, ils ont épluché des CV de, je crois, 150 banquiers centraux, hein, et ils ont montré qu'au-delà de 6 ans de travail auprès d'une banque, et ben à ce moment-là, vous faites beaucoup moins bien votre travail parce que vous dérégulez beaucoup plus, etc. Bon, voilà. Donc, les portes tournantes posent un problème qui est un problème de capture évidemment, mais pose un autre problème qu'on avait souligné dans un rapport que j'ai eu le privilège de coécrire avec Joël Morebailly et avec Hélène Ruiz-Fabry, donc avec deux professeurs de droit, qui est un problème de renouvellement des élites et qui est excessivement dommageable pour nos démocraties. Notre point de départ était effectivement qu'une partie du populisme était alimentée par des arguments que mettent toujours en avant les populistes, mais il faut se dire qu'ils ne sont pas toujours faux en réalité, et plutôt que de se cacher les yeux, de se boucher les oreilles et de dire « oh là là, mon Dieu, c'est du populisme », il y a un fond de vérité quand même. Et donc ce sont des pratiques de l'entre-soi, ces pratiques du deux poids, deux mesures qui entretiennent en fait ce sentiment de la population, parce qu'on est dans l'endogamie sociale totale et on bloque l'accès à des positions décisionnelles importantes à toute une partie de la population, quels que soient ses mérites individuels. Or, on peut vraiment légitimement se poser la question s'il est, dans certaines nominations, impossible de trouver des candidats qui, à la fois, soient compétents, exempts de liens, de conflits d'intérêts, ce qui permettrait de couper à la source certains canaux très efficaces de la capture. Je donnerai simplement deux exemples de deux banquiers centraux dont on ne peut pas dire qu'ils aient sous-performé. Bernanke et Janet Yellen étaient deux académiques qui, Bernanke avait travaillé sur la crise des années 30, je pense que ça l'a quand même pas mal aidé dans la réaction qu'il a pu avoir face à la crise qu'il vivait, et Janet Yellen est également une académique excessivement prestigieuse. Donc, cette capture est évidemment favorisée par le déséquilibre des forces. Alors, il y a un think tank dont je vous conseille vivement la lecture des travaux si vous vous intéressez à ces questions, c'est Corporate Europe Observatory, qui travaille sur ces questions et qui a notamment, dans un rapport d'octobre 2017, décortiqué la composition des comités consultatifs d'experts de la Banque Centrale Européenne. Donc en fait, il faut savoir que la Banque Centrale Européenne a considérablement élargi ses compétences. Maintenant, elle s'occupe de politique économique, de gestion de crise financière et souveraine en Europe, de réglementation financière avec l'union bancaire. Et donc c'est un sujet qui est sensible. Et que montre ce rapport? Il montre qu'il y a 22 comités consultatifs. Ces 22 comités consultatifs, ça représente 517 sièges, parmi lesquels, à la date du rapport, 508 étaient occupés par des représentants du secteur financier, avec une surreprésentation des banques systémiques. D'évidence, la BCE se désintéresse complètement de la constitution de comités avec diversité d'intérêts. Elle ne recherche pas l'expertise académique, absolument pas. Par ailleurs, ce n'est pas des appels à candidature ouverts, c'est de la cooptation. Plus grave, ce rapport montre que sur un certain nombre de scandales financiers, c'est-à-dire de comportements où il y a eu des problèmes de déontologie excessivement graves, le scandale du Libor, et également des dossiers comme par exemple la question de la taxation des transactions financières, eh bien certains de ces comités se sont transformés en véritables plateformes de lobbying. Et là, ça pose vraiment question. Ce même Corporate Europe Observatory avait produit un autre rapport, dont le titre était parfait, qui s'appelait The Firepower of Financial Lobbies, qui s'intéressait à la puissance des lobbies financiers à Bruxelles, et qui montrait en 2014 que la finance employait 1700 lobbyistes, donc beaucoup plus que de parlementaires,
dépensait 120 millions d'euros par an pour peser sur les processus d'élaboration des législations financières, sachant que ces chiffres sous-estiment la puissance de feu du lobby financier, puisque l'enregistrement sur le registre des lobbyistes n'est pas obligatoire. Donc ça veut dire qu'on n'a que la face émergée de l'iceberg. Et pareil, il faisait ce travail de décortiquer la composition des comités consultatifs, et il y en avait certains sur les dérivés, je crois que c'est 97%, c'est des gens qui venaient des banques impliquées. Face à cette puissance de feu, vous avez des ONG, quasiment pas, Finance Watch notamment, donc j'ai eu une déclaration, je suis membre qualifiée, j'ai un intérêt avec Finance Watch, je suis donc chercheuse militante, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, enfin j'ai pas l'impression d'être militante en l'occurrence. Finance Watch en 2016 avait 1,45 million d'euros de budget, employait 12 personnes à plein temps, plus quelques personnes qui, comme moi, donnent un coup de main quand c'est nécessaire, si c'est possible. Et il faut savoir, à ma connaissance, je crois que c'est la seule ONG comme ça, ce sont les politiques qui ont initié cette ONG, politique de tous bords. Il y avait Pascal Canfin, Bérence Berès, je ne sais plus qui, enfin bref. Et ils ont mis de leur poche pour préfigurer l'ONG, enfin c'est un truc incroyable. Et c'est Michel Barnier qui a donné le premier million d'euros. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, Finance Watch dépense tellement d'énergie pour fundraising qu'évidemment, les 12 personnes dont je vous parle, elles ne sont pas à plein temps sur les dossiers. Une bonne partie cherche à collecter des fonds. Donc c'est pour vous dire à quel point le déséquilibre des forces est considérable. Et pourquoi ces parlementaires ont fait ça? Parce que tous les jours, ils avaient des lobbyistes qui étaient là, qui faisaient pression absolument tous les jours, et il n'y avait jamais personne de la société civile. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ces dérives dans les décisions publiques en faveur de l'industrie bancaire et au détriment de l'intérêt général? Il me semble que le préalable est d'assurer l'équité et la traçabilité des décisions publiques. Dans l'équité, l'équité notamment dans l'accès aux décideurs publics, ça implique d'avoir des consultations publiques beaucoup plus équilibrées que ce qu'elles ne sont. C'est-à-dire qu'il faudrait systématiquement avoir des consultations public avec des points de vue pluriels, contradictoires, représentatifs, des intérêts divergents avant toute prise de décision et dans le cadre du travail législatif. Pour ce que j'en ai vu, j'en ai pas vu beaucoup, mais pour ce que j'en ai vu, c'est pas du tout le cas. La traçabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait qu'on sache comment la décision a été prise, quels intérêts ont été entendus, quels arguments ont été avancés? Ont-ils été soumis à la contradiction? S'agit-il d'arguments fallacieux? Est-ce qu'on a été demandé une contre-expertise? Quels ont été les fondements des arbitrages retenus? Sur quelle base est-ce qu'on a pris la décision? Donc ça veut dire qu'il faut rééquilibrer les forces en présence dans l'élaboration de la décision publique sur des sujets qui certes intéressent au premier chef l'industrie bancaire, mais qui sont aussi potentiellement générateurs d'effets négatifs qu'on paye tous sur le type de société dans lequel on vit. Je dirais une simple chose, moi qui me paraît évidente mais qui n'est peut-être pas, si on ne transforme pas profondément la finance, on ne pourra jamais assurer la transition énergétique. Donc ça veut dire que la transformation de la finance, la lutte contre le court-termisme de la finance, rallonger qui passe par une réglementation très forte, c'est la condition préalable au financement de la transition énergétique. Donc c'est pour vous dire que ça dépasse très largement la question de l'industrie bancaire, etc. Donc dans cette perspective, à mon sens, il faut subventionner le contre-lobbying technique, c'est-à-dire celui qui représente les intérêts de la société. Ceux qui développent pas seulement du plaidoyer, mais des arguments vraiment techniques contre techniques. Finance Watch, il faut savoir que les 12 personnes qui travaillent, c'est tous des repentis. C'est-à-dire, c'est tous des anciens qui travaillaient dans la haute banque et qui à un moment disent non, je ne peux plus, là ça heurte trop mes convictions morales et éthiques et je bascule de l'autre côté au prix généralement d'un salaire divisé entre 3 et 10 fois. Donc voilà, c'est des croisés, enfin faut comprendre. Donc la raison est très simple, pourquoi est-ce qu'il faut financer sur fonds publics à mon sens le contre-lobbying technique? C'est vraiment premier cours d'économie publique. Quand vous faites du lobbying pour alléger une réglementation qui vous nuit, donc vous dépensez des ressources, mais si vous réussissez, vous en captez les gains. Donc les incitations sont alignées, aucun problème.
Si vous êtes, vous et moi, on interdit le glyphosate. Vous vous dites, chouette, je vais manger plus sain, je vais voir moins de risques, etc. Même si je n'ai pas mis un sou dans les ONG qui vont se battre sur ce terrain. C'est-à-dire que là, les ressources qui sont dépensées, si le gain est fait, il n'est pas capté en fait. Et donc on est face à un problème, qu'en économie on connaît bien, un problème de free riding. On a tous intérêt à ce que les perturbateurs endocriniens, on arrive à les supprimer au maximum, que les pesticides, on arrive à trouver des alternatives. On a tous intérêt. Est-ce que tous on est prêts à payer pour ça? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Et c'est précisément pour ça que la défense nationale, elle est payée par des impôts. Parce que si on nous demandait à chacun combien on est prêt à payer, on a tous intérêt à ce que ce soit le voisin qui paye. C'est pour ça que les routes sont payées sur des impôts. C'est pour ça que tout ce qui est du domaine public où il y a des externalités positives, on ne demande pas la propension à payer les uns et les autres, parce que de toute manière, on ne peut pas nous exclure de l'usage de ça. Si vous avez une réglementation qui interdit l'usage d'une substance toxique, on en bénéficie absolument tous. C'est pour ça précisément qu'il faut que la contre-expertise technique soit, que les gens, on est déjà, enfin il y a très peu, il ne faut pas que ce très peu passe la moitié de son temps à chercher des financements. Il faut également s'attaquer aux portes tournantes, donc ça dans le rapport Terra Nova on en parlait. Hein. Donc la solution radicale c'est de dire, tu veux partir de la fonction publique, très bien, c'est un aller simple. Il n'y a pas de retour, c'est une porte dans un seul sens. Bon, voilà, moi je pense que ce serait tout à fait faisable, mais certains pensent que c'est un peu trop radical, comme voilà. Donc une autre option qu'on avait développée dans le rapport, c'est de dire, bon, pas de problème, on peut revenir, mais on ne revient pas à un endroit qui a un quelconque rapport avec le secteur qui nous a employés. Donc typiquement, je suis un inspecteur des finances, j'ai été pantouflé dans la banque, je me suis fait un matelas de sécurité, voilà, qui me permet de voir venir et de voir venir pour mes enfants aussi. À ce moment-là, j'ai envie d'être de nouveau au service de l'intérêt public, mais je ne vais pas du tout ni à la CPR, ni à l'AMF, ni à la Banque de France. Je réintègre un autre ministère. Voilà, je réintègre un autre ministère, un autre cabinet, etc. Alors évidemment, ça va être perçu comme une punition. Pourquoi? Parce que les prix ne sont pas les mêmes selon le ministère dans lequel vous travaillez. Hein. Donc, mais ça aurait la possibilité, ça mobiliserait les compétences, c'est la mobilité des compétences, puisque c'est un truc aussi du nouveau management public, ça allonge jusqu'au bout, quoi. Donc, voilà. Alors, moins radical serait d'imposer des délais de viduité qui désamorcent vraiment les carnets d'adresse. Alors, 2 ans, c'est pas du tout le cas. Hein. Villeroy de Gao, on lui a donné une mission de 6 mois sur le financement d'investissement long terme. Je veux dire, personne n'est dupe. Hein. 6 mois, vous désamorcez rien du tout. Et je terminerai sur la question de la délinquance en col blanc. Ce nouvel intérêt pour ces questions fait que j'ai lu les ouvrages de Lascaux et Nagels, c'est comme ça qu'on dit, Nagels, et notamment un ouvrage dédié aux élites délinquantes, et où il s'interroge, à juste titre à mon avis, sur l'écart qui existe entre la multiplication des scandales financiers et la stigmatisation médiatique que cela induit et la faiblesse des sanctions encourues par ceux-là même qui sont les acteurs de ces fraudes, de ces manipulations, de ces transgressions, etc. Edwin Sutherland, le père du concept de délinquance en col blanc, expliquait dès la fin des années 40 que les pratiques transgressives des entreprises reposent sur des mécanismes dissimulés de type manipulation comptable, rapport d'activité contrefait, collusion, dissimulation de la toxicité de certains produits, dissimulation d'expertise, etc. On était à la fin des années 40. Ça n'a pas pris une ride. Et la définition que donne Lascaux et Nagel inclut évidemment de facto toute la délinquance financière. Donc, je ne vais pas vous faire long, mais juste tous les jours, vous ouvrez le journal, là vous en avez un. Donc, la vente à grande échelle de produits financiers toxiques, les systèmes d'évasion fiscale organisée, la manipulation du Libor, de l'Euribor, du Forex, etc. Les municipalités à qui on a prêté des emprunts toxiques, où elles ont vu leur taux d'intérêt exploser, etc. Ou des hôpitaux à qui on a fait la même chose, etc. Bon, bref. L'indignation citoyenne est considérable face à cela, face à ces révélations.
Or, ces déviances sont très rarement sanctionnées par ceux qui prennent les décisions. Il y a une espèce de dilution totale de la responsabilité, parce que c'est généralement des sanctions qui atteignent des personnes morales. Pourtant, les préjudices pécuniaires, c'est-à-dire quand on regarde les sommes en jeu, les préjudices pécuniaires sont beaucoup, beaucoup plus importantes que les atteintes à la personne et au bien, en général. Et une des explications serait que dans la délinquance en col blanc, il y a une absence de contact direct entre les auteurs du fait délictueux et ceux qui, en dernière instance, en sont les victimes. Donc, d'ailleurs, quand vous discutez avec des banquiers, ils ne se sentent pas responsables, hein. Pas du tout. Hein. Comment dire, la victime, c'est qui? Ben, c'est la collectivité. Là. C'est le fait qu'effectivement, dans une situation budgétaire, qu'il y a des incidences aujourd'hui sur les politiques publiques, les politiques sociales, etc. Donc, c'est vraiment très diffus les effets de ça. Et ce que nous disent l'ASCOM et l'AGEL, c'est que le traitement plus ou moins répressif de la délinquance en col blanc, eh bien, c'est pas une constante dans l'histoire. Il y a eu des moments où ça a été très fort, par exemple après la crise des années 30 aux États-Unis et dans les années de contestation qui ont suivi 68. En revanche, dans la période qui s'ouvre dans les années 80, avec l'ère Thatcher, Reagan, l'avènement de cet État néolibéral, eh bien, on a eu un mouvement inverse de dépénalisation des activités économiques, la mise en œuvre d'une dérégulation, une diminution drastique des agences de contrôle et une diminution de leur pouvoir. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le nouveau management public, le nouveau libéralisme le néolibéralisme qui a promu le nouveau management public, dans le même mouvement, a affaibli les défenses immunitaires de nos sociétés contre la délinquance en col blanc et a créé un contexte très permissif au développement de cette délinquance en col blanc. Donc, si vous voulez, ce mouvement général de dépénalisation de la vie des affaires, il est arrivé plus tard en France, mais il est néanmoins très, très, très avancé aujourd'hui. Hein. Et il est conforté, par exemple, par le fait que les commissions des sanctions en finance de l'ACPR et de l'AMF, eh bien, filtrent les délits financiers qui se règlent de manière administrative plutôt que par voie pénale. Et donc, on a des interfaces en amont de la sphère pénale qui constituent des verrous efficaces qui évitent très souvent le stigmate judiciaire, un peu comme le verrou de Bercy en matière fiscale. Or, le droit pénal, et ça je l'ai appris de mon collègue Joël, le droit pénal a pour fonction de défendre les valeurs sociales fondamentales. Et il remplit donc une fonction symbolique forte, hein, puisqu'il fixe le curseur des déviances que la société admet ou n'admet pas. Et donc le fait qu'on ait une dépénalisation de cette délinquance en col blanc financière signifie que le signal qui est envoyé, c'est que la société les accepte, c'est que vous ne passez pas la ligne jaune quand vous le faites. Et donc je pense que, et c'est marrant parce que c'est quelque chose qui est sorti des auditions qu'on a faites pour ce rapport, hein, que des sanctions pénales ou des interdictions d'exercer, donc des choses beaucoup plus stigmatisantes, seraient une des seules manières efficaces d'agir contre cela. Voilà, je terminerai par là, hein, 10 ans après la crise financière la plus grave qu'on a connue après celle des années 30, hein, qui a entraîné une très forte dégradation des finances publiques, parce que contrairement à ce qu'on dit souvent, ce n'est pas parce qu'on avait un État cigale qu'on se retrouve dans la situation de crise de la dette souveraine en Europe. Non, c'est à part la Grèce c'est un cas à part. À part la Grèce, c'est parce qu'on a socialisé les pertes privées que l'on en est là. Il me semble que la question des conflits d'intérêts et de leur traitement, notamment quand ils sont systémiques, c'est un problème économique, financier, social, mais également démocratique. Ça pose la question du contrôle démocratique de la finance. Merci beaucoup.